Je reçois mon invité Jordan Dupuis, que je salue dans un instant. J'en profite pour saluer aussi Nick Payne qui vient d'entrer en studio. Salut Nick! Salut Karima, salut Jordan. Salut. En pleine forme? Salut Cybèle. Ben, Oui, j'espère je pense que bien, oui. Nick, hein? Et bonjour Jordan Dupuis! Bonjour Karima. Hey, merci d'être là. Merci de l'invitation. Je suis très heureux d'être ici pour ton avant-dernière. Ben, je te remercie. Puis oui, on va se tutoyer parce qu'on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oui. Et vraiment, Jordan Dupuis, t'es tellement un bel humain. Donc, j'avais c'est envie fin, ça. de te recevoir. Et c'est ça, on va ouvrir la discussion avec mon invité Jordan Dupuis. Il est auteur, animateur, chroniqueur. Et j'avais envie de le recevoir parce qu'il a vécu un grand moment il y a quelques jours. Ça se passait dans le cadre des festivités de la fierté LGBTQ+. Et c'est son livre qui s'appelle « Tu es l'ogre » qui a été publié aux éditions Libre Expression. Bien, dans le cadre d'un événement de la fierté littéraire, il y a un artiste qui a décidé, donc Luc Arsenault, l'artiste Luc Arsenault a décidé d'aller piger, là, vraiment de plonger dans le livre « Tu es l'ogre » pour faire une présentation. En fait, pour faire un spectacle, il est monté sur scène et s'est inspiré de l'œuvre de Jordan Dupuis pour faire ce spectacle-là. Et pour vous mettre en contexte, pour celles qui ne l'auraient pas lu, c'est un livre où Jordan, tu te livres sur ton parcours. Et ce parcours de vie-là, il a été marqué par un trouble alimentaire, l'hyperphagie, l'aura aussi du secret qui entoure ton homosexualité pendant des années, tout le rapport au corps aussi. Tu as eu une chirurgie bariatrique, tu as eu beaucoup d'enjeux de santé en lien avec cette affaire-là aussi, là, de ces troubles alimentaires, du fait que tu avais pris beaucoup, beaucoup de poids. Tu pesais combien à un moment donné? Je pesais là? 345 livres, moi. Donc tu avais quel âge? Des mi-vingtaine, peut-être. C'est ça. Donc là, j'ai perdu à peu près 190 livres. 190 livres que tu as perdu, mais c'est aussi tout ça, comment ça se passe aussi d'un point de vue psychologique. Bref, on va revenir là-dessus. C'est un livre qui est bouleversant, mais ça parle aussi de résilience, de pardon. Mais parle-moi de ce que tu as vécu au cours des derniers jours. Bien, c'est extraordinaire parce que dans le cadre de Fierté littéraire, qui est un événement connexe à Fierté Montréal, en fait, c'est une semaine de festivités où on célèbre la littérature queer. Et il y a un événement très spécial qui s'appelle l'effeuillage littéraire. Donc, l'effeuillage littéraire, ce sont des auteurs, des comédiens, des acteurs qui lisent des textes ou jouent des textes, mais complètement nus sur scène. Et ça, c'est une affaire, tu sais, qu'il y a du monde là, qui va dire, c'est quoi cette affaire-là? Ils vont chialer, ils vont dire, mais c'est une affaire de fou, là. Pourquoi on se met à poil pour parler de littérature? Tu as dû entendre ces commentaires-là aussi. Absolument, en fait, et c'est que chaque œuvre qui est choisie parle d'intimité, de rapport au corps, et aussi c'est de se mettre sur scène dans toute sa vulnérabilité. Alors, Luc Arsenault, il a choisi un passage extrêmement touchant par rapport à mon corps où j'avais eu une aventure avec un gars et ce gars-là m'avait dit par la suite que j'avais un super visage, mais que mon corps le dégoûtait et que ça allait pas être possible de se revoir. Alors, c'est toute ma descente aux enfers suite à ce rejet-là. Dans une brutalité. Dans une brutalité, dans une grande violence. Un dégoût, c'est vraiment là, extrêmement déstabilisant. Là. Et c'était intimement relié au corps physique. Donc, Luc Arsenault s'est présenté nu sur scène. C'est un homme d'à peu près 60 ans avec toutes les imperfections qu'un corps de 60 ans comporte, sur scène en toute vulnérabilité. Imperfection, tu dis? Ouais. Tu vois, on est marqué par ça. Et ça pourrait tout simplement être se dire c'est mon corps, point. C'est fou comme on est là-dedans. Hein? Et le fait de banaliser cette nudité-là en étant nu sur scène la magnifie et rend le corps beau et rend le corps comme un véhicule poétique. Et c'était magnifique. Il y a eu plein de textes complètement différents. Celui-là, le mien a été joué et j'en suis encore extrêmement bouleversé. Évidemment, on n'a pas le droit de prendre des photos, on n'a pas le droit de regarder le sexe directement le sexe des acteurs, mais il y a tout ce rapport-là au corps, à notre corps. Mais tu as partagé quand même, et puis je veux dire, c'est pas du tout justement obscène ou quoi que ce soit, tu as partagé quand même quelque chose sur ta page de Luc, et on voit pas évidemment on a caché la zézette personnelle, là, mais on le voit, on comprend la situation, puis effectivement, donc ça, tu as pu partager quand même ce moment-là. Exactement, puis
Tu me fais penser, ce corps-là, on a appris à le voir laid en vieillissant. Pourtant, ce que j'ai vu sur scène était magnifique, était naturel, était plein de confiance en soi aussi, parce que c'est un homme qui a confiance en lui, était plein d'histoires aussi. Le corps porte une histoire, porte des histoires. Fait que c'était une expérience qui était vraiment extrêmement, extrêmement touchante. Et de voir mes mots jouer sur scène comme ça, ça prend une toute autre dimension. De savoir que mon texte a résonné chez plusieurs personnes dans la salle. Les gens sont venus me voir, les gens avaient lu le livre aussi. Ça a été une expérience vraiment extrêmement charnière pour moi. Ben oui, je te sens vraiment émue vraiment, par rapport vraiment. À ça. Il y a comme quelque chose qui s'est passé. C'est venu boucler quelque chose. Est-ce que tu sais c'est venu boucler quoi? C'est venu confirmer que j'avais pas écrit ce livre-là en vain et que ce livre-là avait une réelle résonance chez certaines personnes et que ça a pu vraiment amener un processus de réflexion autour du corps et autour des troubles alimentaires et autour de notre perception et de l'image corporelle, au point qu'on a décidé de le jouer sur scène. Donc, j'aurais fait œuvre utile. Donc, et de le voir jouer, c'est comme s'il y avait une partie de moi qui ne m'appartenait plus. Là, ça m'appartenait plus. C'était dans les mains des gens officiellement. Tu sais. C'est intéressant, ça, parce que, tu sais, on parle, évidemment, dans ce cadre-là de cet événement, tu parles, bon, il y avait la question de la nudité, mais au fond, c'est tout ce rapport au corps. Tu parlais du corps vieillissant qui est considéré souvent dans les images d'aujourd'hui ou dans les discussions comme si c'était, tu sais, passé date, vieux, laid, comme on a appris ça, alors que c'est pas du tout, finalement, ce que les gens ont vu. Et au contraire, c'est comme cette tendresse-là qu'on peut avoir pour ce corps qui nous a été utile toute notre vie. Oui, ce véhicule-là qui nous amène à bon port tous les jours, qu'on doit aimer, qu'on doit respecter, tu sais. Ben, j'allais dire, je suis contente d'entendre ça parce que je pense que, tu sais, c'est ça, c'est toujours, les corps plus vieux aussi sont cachés. Exactement. Souvent, fait qu'on n'a pas le... À un moment donné, on les découvre sur nous-mêmes, puis on est peut-être choqués. Tous les récemment... corps sont cachés, en fait. Oui, ben tu sais, je pense... On s'habille, hein? Oui, mais je pense que les plus jeunes, on se voit sur les réseaux sociaux. Oui, sur les réseaux sociaux, même, tu sais, il y en a qui en montrent un peu plus. Oui, exact. Puis dans le cinéma, en fait, qu'est-ce qui est représenté aussi beaucoup dans nos représentations au cinéma, ne serait-ce que dans des scènes un peu plus intimes, c'est toujours des corps souvent jeunes où on va cacher un corps peut-être plus âgé et on va mettre en valeur, souvent, ça va être un corps féminin, cette jeune. Épidémie de même d'acteurs, hein, pas juste d'actrices américains qui font de la musculation et qui sont parfaits. Ben, en fait, c'est que tu peux être âgé et nu, mais il faut que tu sois en shape. Oui, c'est ça, exact. Tom Cruise. Mais j'allais dire aussi par rapport aux personnes grosses. Récemment, il y avait une humoriste québécoise, elle était en maillot, puis tu sais, elle est très grosse, là. Puis elle assume, elle s'appelle grosse, elle s'aime de même. Puis elle est juste couchée, puis elle se filme. Puis on entend sa voix off, tu sais, qui parle par-dessus l'image. Puis elle dit, regardez-moi, c'est moi avec mon gros corps. Prenez 2 minutes, c'est beau, je comprends. Ah, je l'ai vu, cette vidéo-là. Oui, c'est comme, je comprends que c'est choquant, mais ça va passer. Regarde-moi. Ben oui, puis là, moi, j'étais là, puis au début, c'est sûr, comme sûrement quand tu vois des vieilles personnes tout nues, tu te dis, Caroline, OK. Mais après ça, au bout de 5 minutes, c'est normal. Exactement. Là, puis il y a rien, là. C'est un peu l'idée avec ce spectacle-là, c'était de banaliser la nudité puis de dire que tous les corps sont beaux, tous les corps doivent être célébrés dans sa vulnérabilité. Fait que c'était un très bel événement. Puis, bien. Oui, exact. Ouais, puis, vraiment. tu sais, ça, c'est un peu, bon, c'est un aspect, mais je trouve la mise à nu la plus forte, c'est pas de se mettre à poil nécessairement, c'est, par exemple, ce que tu as fait dans ton livre. Ça, c'est une mise à nu. Je me suis mis à poil en tabarouette dans ce livre-là, mettons. Non, mais c'est une mise à nu, en fait, tu parles de la vulnérabilité, de parler de ce parcours-là, de ton rapport au corps. Tu disais que tu pesais plus de 300 quelques livres. Et ensuite, de ces opérations-là, de ce rapport aussi, toujours, hein, comme notre corps, qu'on porte presque comme une carcasse, et ça ne devrait pas être ça, mais il y a cet aspect-là, il y a toute cette aventure médicale difficile pour essayer de le remodeler en fonction de ce que toi, tu avais en tête, mais qui est conditionné aussi par les images de la société. Tu rajoutes un trouble alimentaire là-dedans, tu rajoutes tout ton rapport à ton homosexualité. De plonger comme ça puis de se mettre autant à nu, est-ce que je veux dire,
quelles conséquences ça a eu sur toi après? Est-ce qu'on en sort un peu indemne de ça une fois qu'on a tout livré en quelque part? Ben, mettons que je dirais, quand je m'en vais en date, je suis comme, lis ce livre-là et si t'es à l'aise avec ce contenu, on va pouvoir aller en date. Oui, exactement. C'est un peu le contrat. En fait, ça m'a permis vraiment de dévoiler de me dévoiler en fait, parce que l'exercice d'écriture est très personnel au départ. Chaque part d'ombre que j'avais, chaque trauma, chaque honte que j'avais, chaque histoire, ça a été une véritable introspection. Je me suis pardonné énormément de choses. J'ai pardonné à énormément de personnes aussi. Ça a permis à ma famille aussi d'avoir des discussions parce que je parle ouvertement. Le livre commence avec « Lettre à ma mère ». Je parle à mes parents, je parle de mes parents, je parle de la tentative de suicide de ma mère. Il y a des moments extrêmement touchants, vulnérables, traumatiques qui dans mon regard d'enfant. Donc, j'ai dû en parler à mes parents, pour avoir leur consentement, pour suivre là, comme un autre dont on a entendu parler. Exactement. Donc, ça a ouvert la discussion. Ça nous a permis à eux aussi de se dévoiler dans leur vulnérabilité et ça nous a extrêmement rapprochés. Ça a délié les langues sur plein de sujets et maintenant, les choses, elles sont nommées. Donc, et on peut passer à autre chose aussi après parce que j'imagine, tu sais, à un moment donné, on gratte le bobo. OK? Parce qu'à un moment donné, on va revisiter. Tu sais, il y a des choses que tu avais mis de côté, puis tu continuais ta vie, puis les gens ne pouvaient pas savoir que tu avais vécu ça. Donc là, tu as replongé dedans. On regrette un peu. Mais il y avait un objectif à ça ou tu l'as découvert après? Je me suis vraiment questionné tout au long du processus d'écriture à savoir pourquoi je fais ça. Moi, j'ai fait des années de thérapie justement pour surmonter ce trouble alimentaire-là, ce trouble d'image corporelle-là, pour être bien dans mon corps. Puis là, je m'en vais gratter justement arracher, réouvrir une gale, réouvrir une cicatrice qui a guéri. Ben oui, j'étais comme, pourquoi je fais ça? Clairement pas pour l'argent, parce qu'évidemment, le milieu littéraire au Québec, on fait pas d'argent. Clairement pas pour la notoriété. J'ai plus à perdre qu'à gagner de me mettre dans toute cette vulnérabilité-là. Puis je pense que ça s'est confirmé à la réception du récit auprès des gens, puis de me faire dire par des parents, ben écoute, moi, j'ai lu ton livre, ça m'a permis de comprendre les troubles alimentaires de mon enfant. Ou, faire œuvre utile encore. Faire œuvre utile, et je le savais pas. Oui, exactement, et ça a pris du temps, et des spectacles comme ce que j'ai vécu la semaine dernière, cette semaine, ça vient confirmer qu'il n'y a pas une œuvre qui est inutile et tout résonne chez tout le monde. Puis c'est pas tout le monde qui va prendre le temps d'aller voir un auteur pour lui dire ton livre m'a parlé ou ton film m'a parlé ou tu sais. Mais c'était ça. C'était de passer le flambeau de l'espoir aussi parce que ce livre-là, il est aussi plein d'espoir. Il parle, il y a beaucoup de douleur, mais il y a plein d'espoir aussi, de guérison, de pardon. Et puis c'était de démontrer qu'on est capable de se sortir d'un trouble alimentaire et de l'image corporelle, puis on est capable de déconstruire les dictats d'une société pour se sentir mieux, t'sais. Oui, puis c'est ça, en fait, tout le message est là aussi. Moi, c'est ça que j'ai trouvé intéressant. Puis en même temps, comme je te connais, tu sais, il y a des affaires, effectivement, qui m'ont touchée, parce que je me disais, OK, je comprends mieux telle affaire. Et par exemple, puis même, je trouve que, tu sais, pour les adolescents, tu parlais aussi de cette espèce d'aura de mystère entourant ton homosexualité. Donc, toi, tu as grandi quand même, par exemple, on va dire dans les années 90-2000, tu étais ado, jeune adulte. Je suis en 82, C'est ça. Donc, tu étais un peu là-dedans. Fait que c'était pas comme aujourd'hui aussi, là, où est-ce que c'était beaucoup plus, tu sais, c'est beaucoup plus libéré, puis on est comme, tu sais, c'était autre chose déjà. Puis déjà, dès le départ, tu sais, à quel point, finalement, quand on est jeune, on peut être marqué juste, tu sais, nos premières expériences par rapport au corps, par rapport à la sexualité, les rencontres qu'on peut faire, comment ça peut nous marquer aussi. Ben oui, puis moi, ce que je dis aux jeunes que je rencontre en conférence, parce que je donne des conférences autour du livre sur les troubles alimentaires, l'image corporelle, ce que je dis aux jeunes, je leur dis, ne laissez pas 5 années de votre secondaire déterminer votre valeur pour l'éternité. Ça, c'est important. Et c'est important parce que en tant qu'adolescent, on vit des traumas et on se construit et on va passer tout le reste de notre vie à essayer de déconstruire
ce qui nous a été imposé ou notre perception de nous-mêmes. Donc, ne laissez pas ces expériences traumatiques-là vous définir. T'sais. Ben oui, puis ça serait rester coincé en adolescence, oui, en fait. Hein? Exactement. Effectivement, pour la plupart d'entre nous, on veut vraiment pas vivre toute notre vie ce qui s'est passé au secondaire. Non, non, plusieurs exactement. dans notre tête puis dans notre corps. Oui, mais tu sais, c'est parce que aussi, quand tu es au secondaire, des fois, tu as l'impression que c'est ça qui détermine ta vie, puis tu as l'impression que ça va être ça pour toujours aussi. Tu n'as pas le recul. L'horizon n'est pas... Tu vois pas l'horizon. Non. Des fois, c'est super... tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu sais, mettons, t'es-tu dans la gang des cools? T'es-tu un peu rejeté ou quoi? Tu te dis, OK, moi, est-ce que ma vie va être ça pour toujours? Puis des fois, tu trouves que ça n'a rien à voir. Tu revois des gens, là, tu sais, des fois, 10 ans plus tard... puis c'est comme le monde a tellement changé. Exactement, la le réalité monde est tellement change. différente. Les cools d'hier sont pas toujours les cools non, de demain. Puis Et c'est tellement pas important au final. Tu sais. Exactement. Puis les expériences traumatiques sexuelles que j'ai eues dans mes premières expériences, ben elles m'ont longtemps défini, puis ont construit mon rapport à la sexualité. Puis aujourd'hui, ben j'en ai une sexualité saine, heureuse, amoureuse, tendre. Donc, et ça, je l'ai appris, tu sais. Donc, mais ça a pris du temps, tu sais. Donc, c'est ce que je dis aux jeunes, de ne laisser pas les expériences de votre secondaire vous définir. C'est pas ça qui va déterminer votre valeur. J'ai une question, moi aussi, sur le, pardon, Cybèle, sur le rapport au corps et à l'image. As-tu eu des réactions aussi d'hommes hétéros ordinaires? Ils vivent avec ça aussi, ils en parlent peu généralement, et souvent, c'est un poids pour eux aussi. C'est quelque chose de difficile. J'en suis un. Je parle pas nécessairement de moi, même si j'ai eu mes phases, moi aussi. Quand on s'aime moins, on se trouve pas beau, on n'aime pas son corps, l'image qu'on envoie, on a souvent l'impression que on est seul là-dedans, que les autres, que tout le monde est bien dans son corps. Or, la plupart des humains ont un rapport plutôt compliqué avec leur physique. Absolument. Ben, pour les hommes hétérosexuels, les troubles alimentaires sont vraiment, et l'image corporelle sont vraiment en hausse, spécialement chez les adolescents. On parle d'orthorexie. Donc, l'orthorexie, c'est principalement à cause des réseaux sociaux là, et d'Instagram. L'orthorexie, c'est, par exemple, tu t'en vas au restaurant, tu as envie de manger, tu as vraiment faim, mais tu vas prendre la chose la moins calorique, la moins ci, la moins ça. Tout toujours est dans le contrôle, en tout fait. le temps dans le contrôle. Et la bigorexie, c'est cette obsession d'avoir un corps découpé, musclé. Et souvent, les deux vont ensemble parce que c'est dans le contrôle. Et ces gens-là, ben, ces adolescents-là, ces hommes-là, ben, ils posent des photos d'eux sur Instagram, ils ont des likes, mais on ne sait pas que... T'sais, moi, je parlais à des jeunes, là, le gars, il dit, ben moi, je mange pas durant 3 jours, je fais 3 heures au sauna sec, puis je prends ma photo Instagram, puis j'ai à peu près 250 likes. Fait que tout le monde valorise ça, mais ne savent pas la souffrance qu'il y a derrière aussi, tu sais. Fait que c'est souvent dans le culte du corps masculin, tu sais. Oui, il y a ça aussi. Exactement. Les femmes le vivent aussi, là, hein, c'est autre chose, là, mais... Oui. Puis juste, vas-y, Cybèle, Olivier, je pense que tu avais une réaction. Ben, ouais, j'aimerais ça faire un lien avec quelque chose d'autre. Je sais pas si vous avez vu ça passer, Jordan, depuis, si tu as vu demain, sur Netflix, une nouvelle série qui s'appelle Qui perd gagne, le poids de la série. Puis dans le fond, ils font une série documentaire sur tous les anciens, sur plusieurs anciens participants de la série Qui perd gagne, puis surtout les impacts que ça a eu dans leur vie par après. Wow, okay. Puis là, évidemment, on ne sait pas encore l'impact, on ne sait pas vraiment la série, déjà, quel impact ça va avoir. Puis je te demande à chaud de même, toi, qu'est-ce que t'en penses d'une série de même? Penses-tu que ça peut être bénéfique? Est-ce que ça nous remet dedans? T'as-tu peur d'entendre peut-être des gens valoriser ce genre d'émission-là? C'est une super bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, on a une conscience différente par rapport au corps, par rapport à l'image corporelle. Je pense que ce serait de très mauvais goût de valoriser. Je pense que si la série documentaire s'intéresse à ce qui se passe après chez ces candidats-là, c'est qu'il y a eu des gens pour qui ça ne s'est pas bien passé. Vraiment, mais c'est ce qu'ils disent, parce que ces émissions-là, moi, je veux dire, j'ai eu une chirurgie bariatrique, j'ai perdu 185 livres. Tant que j'avais pas réglé ma relation avec la nourriture, ce que j'avais, ma maladie,
Ben, je suis encore malade. Donc, ces émissions-là, est-ce qu'elles ont fait? Elles ont dit, tu vas maigrir dans un temps record, mais on ne s'occupe pas de l'aspect psychologique. Alors, non, ce c'est ça, la participant-là, source, après ça... en fait, à la source. Donc, peut-être que ton corps, effectivement, il va réduire de Exactement, taille, mais à l'intérieur, ça va continuer à bouillir. La métaphore que j'utilise souvent, c'est, un alcoolique, tu enlèves le foie, il a quand même encore envie de boire. Ça ne change rien. Donc, c'est la même chose. Alors, je pense que si Netflix s'intéresse justement au collatéral de ces émissions-là, c'est que ça va être très intéressant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont se reconnaître là-dedans, dans cette espèce de quête absolue de la minceur à tout prix. Là. Oui, puis ça devenait aussi comme une espèce de show de cirque là, à l'époque de ces émissions-là. C'était vraiment des personnes qui avaient des émissions qui ne pourraient plus exister aujourd'hui. On est rendu ailleurs. Mais surtout que tu sentais que c'était pour faire le show, comme on dit. Puis c'était des personnes vraiment avec un surpoids. Ça peut être des personnes vraiment en obésité. Transformées en animal de foire, c'est ça. C'était comme un malaise par rapport à ça. Et on parlait de lumière puis de côté aussi possible. J'avais envie quand même que peut-être qu'on pourrait se laisser là-dessus. Oui, que tu nous lises un petit extrait de ton livre pour nous donner envie peut-être de replonger dedans ou le découvrir. C'est l'été, il fait beau, c'est ton avant-dernière, on va pas être dans la lourdeur parce qu'on parle de guérison, on parle de lumière, on parle de pardon. Je vais vous lire le petit poème de fin de livre qui termine et vous allez comprendre, ça dit plein de choses. Ça s'appelle « Tout ». Depuis le déluge, l'eau a séché et le soleil est revenu. Revenu pour la première fois depuis la grande noirceur, revenu pour de bon. Tout est première fois, tout goûte nouveau, tout goûte meilleur, tout goûte vrai dans la douleur comme dans la joie, mais tout existe enfin. Tout s'exprime, tout vit, tout croit en la beauté. Tout est là, au creux de mes mains nues, tout brille et tout ne demande qu'à être vécu et embrassé. Ce tout m'habite, me chavire et m'angoisse, rien n'est parfait, mais tout l'est. Rien n'est linéaire, mais tout est en forme de cœur. Tout est séduction, désir, amour et flirt. Tout peut m'arriver, tout peut me blesser, tout peut me faire rire, tout peut me faire pleurer, me faire remanger à nouveau, mais je connais ce tout, et tout ça, c'est OK. Tout est pardon, réconciliation, gratitude et empathie, amour et amitié, tout est réciprocité et fluidité. Tout est lumière, tout est espoir, tout est à découvrir, tout est à bâtir, tout ne fait que commencer. Soyons tout. Wow! Voilà. Hey, c'est beau! Tout ému. Il y a de la lumière. Bravo! Merci. C'est super. Mais merci beaucoup, Jordan. Puis d'ailleurs, il y aura probablement un autre projet de livre qui s'en viendra certainement. En tout cas, on va surveiller ça, assurément. Jordan Dupuis, animateur, chroniqueur, auteur du livre Tu es log aux éditions Libre Expression. Merci d'avoir été là. Merci tellement de ce beau moment-là. C'est rare qu'on a le temps de parler pour vrai, puis là, c'est fait. On parle pour vrai. Merci à toi. Merci beaucoup.